Donc on va pouvoir reprendre la conférence. Donc Pierre, le courageux, reste avec nous. Donc là, vraiment, on va poursuivre sur le même thème. Vraiment, ça va être dans la continuité de la conférence précédente, où vraiment Pierre va essayer de nous expliquer comment on peut tendre vers une autonomie durable, vers une autonomie alimentaire qui puisse vraiment tenir dans le temps. Donc Pierre, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à toutes et tous. Il y a certains slides qui vont être repris, mais très peu, hein, de la conférence préalable. Alors, sur cette présentation, voici le sommaire. Je vais vous présenter qui je suis, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer très vite fait deux de mes projets, j'en ai fait trois. On va définir ensemble ce que c'est l'autonomie. C'est une slide que j'ai déjà passée, j'y viendrai beaucoup plus vite, on présentera les domaines. On va prendre des exemples de la réalité du terrain. Alors ça, vous allez voir, vous allez vous prendre des grosses claques. Et on va parler très vite fait des pièges. On va faire des conclusions. Et on fera une petite session de questions-réponses en essayant de ne pas déborder sur le truc. Bon, alors, qui je suis? Je m'appelle sur les réseaux sociaux Pierre1911. On va tordre le cou tout de suite en fait à des fantasmes. 1911, pourquoi? Parce que en 1995, quand j'ai créé ma première boîte email sur Hotmail, puis un pierre@hotmail.com, ça existait. Donc j'ai essayé Pierre 2, Pierre 15. Et mon grand-père étant né en 1911, je suis parti là-dessus et ça m'a suivi depuis 1995, puisque je travaillais déjà à l'époque dans le web. Alors, j'ai un credo qui est la démonstration par le faire. J'ai 52 ans, j'ai 2 enfants, je suis ingénieur de formation, je suis un ex-chef d'entreprise et j'ai 10 ans d'expérience. Alors vous allez trouver noté de partout A, A et E, ça veut dire autonomie alimentaire et énergétique. Okay, on se précisera en fait dans un deuxième temps. Alors, le premier projet que j'ai fait, il a duré 5 ans. On a été autonome, c'était tout petit, hein. C'était d'abord un petit pavillon en périphérie de Lyon, où on avait 1100 mètres carrés de terrain, et où on a pu acheter 880 mètres de terrain agricole attenant, et où en 3 ans, on a été autonome en légumes. Alors quand je dis autonome en légumes, ça veut bien dire ce que ça veut dire en légumes, et autonome, c'est-à-dire qu'en fait, on n'achetait plus rien à l'extérieur. Pour faire ça, je vous garantis que c'est une gageure, y compris en fait l'hiver. C'est là où j'ai fait mes premières expériences. L'expérience qui a permis en fait de faire connaître mon travail, c'est que j'ai fait un réacteur Jampin. Je vous en parlerai en fait plus tard, ce que c'est. Je me suis lancé dans l'aquaponie et c'est le début de la communication numérique. J'ai commencé à ouvrir un blog pour essayer en fait, d'abord pour moi, d'historiser mes recherches et puis ce que je faisais. Et c'est comme ça qu'en fait que tout ça a démarré. Ah bah super, ok. Ah, attends, on revient. Donc bon, désolé, il y avait un slide pour vous dire, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables qu'on voit en fait sur les forums, sur les groupes, machin truc, c'est-à-dire que j'ai fait des carrés de jardin, j'ai fait des buts, nanana, pour finalement arriver à quelque chose avec une serre professionnelle. Et là, ce que vous voyez, c'est mon gamin qui a 3 ans, et ça, c'est des pieds de tomates en fait, voilà, ça va à 2,50 m en fait de haut. Donc entre ça et ça, il y a 3 ans, et il y a pas mal, il y a 3 dentiers parce que j'ai perdu mes dents à chaque fois à me casser la figure sur tout un tas de conneries. Et mon boulot, justement, c'est d'essayer. On a un souci, bon, c'est pas grave. Mon boulot, c'est d'essayer de vous expliquer ce vers quoi il me semble intéressant de tendre plutôt qu'autre chose. Ça fait partie d'une des. Alors, je faisais beaucoup de récupération. Ça, par exemple, c'est un poulailler qui est 100% fait, en fait, enfin 99% fait en récupération. Je ne sais pas pourquoi, ça merde. Bon. Il y a eu un autre projet mais dont je ne vais pas vous parler. Et là, je vais vous parler au fait du projet 24. Alors, pourquoi il s'appelle le projet 24? C'est parce que je suis installé en Dordogne. Le projet 69, c'était dans le Rhône. Là, le projet 24. Donc, c'est toujours la démonstration par le faire, mais là, j'ai changé complètement d'échelle. On va le voir. Et maintenant, j'ai décidé d'être professionnel là-dedans, c'est-à-dire que je suis enregistré en tant qu'agriculteur.
qui était administrativement ce qui pouvait le mieux contenir ce que je fais. En définitive, mon travail, c'est d'être un expérimentateur, un chercheur expérimentateur dans le domaine de l'agricole et de l'énergie pour un groupe de 6 à 8 personnes. Et je rends compte énormément sur les réseaux sociaux de ce que je fais, donc on peut considérer que je suis influenceur. Donc je suis vraiment à la croisée de tous ces trucs-là. Ça, c'est une vue de drone de la première année. Là, vous avez en haut un cheval de trait, un mandala, mais on va y revenir en fait plus loin. Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre en fait dans mon projet, et ce qui peut perdre un petit peu les gens, c'est qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension assurée, qui est ce qui est nécessaire pour qu'un groupe de 6 à 8 personnes puisse subvenir tout ou partie de ses besoins sur l'alimentaire et l'énergétique. Et en plus, j'ai voulu créer un laboratoire. Et je vais vous donner en fait un exemple pour que vous compreniez. La quasi-totalité de mon lieu d'autonomie alimentaire et énergétique est intégrée dans le laboratoire. Il y a quelques parties qui n'y sont pas. Par contre, le laboratoire est beaucoup plus vaste dans ses moyens que le lieu d'autonomie alimentaire et énergétique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'après mes estimations, pour qu'un groupe de 6 à 8 personnes puisse être autonome sur un certain nombre de travaux, entre autres sur la notion alimentaire des céréales, il faut un cheval de trait. Or, en définitive, je possède 4 poneys et 2 chevaux de trait. Je possède plus pour pouvoir faire du comparatif, parce qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à la conclusion que 2 Shetland sont presque plus efficaces qu'un cheval de trait. OK ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dimension. C'est pour ça qu'il y a des chiffres qui vont vous paraître surdimensionnés. C'est parce que souvent, je parle en fait du laboratoire et après, dans mon laboratoire, je dis, bah voilà, j'ai mené telle expérience et selon moi, à l'échelle en fait, d'un système autonome, il faudrait partir sur telle échelle. Donc, mon projet 24, donc je me suis installé dans le Périgord vert pour un certain nombre de critères. J'ai 18 hectares. J'ai 8 de prairies, 9 hectares de forêt et 1 hectare d'étang. Par contre, je voulais pour ce 3e projet partir d'une copie blanche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bâtiment, c'est volontaire. J'ai une zone constructive, mais je n'ai pas de bâtiment dessus. Pas d'électricité et pas connecté à l'eau du réseau. Je ne dirais pas que je n'ai pas d'eau parce que j'ai des étangs et j'ai un puits. Enfin, voilà. Mais je ne suis pas connecté en fait au réseau. Je ne sais pas pourquoi en fait on a un souci. Vas-y. Alors, le projet 24, il a 2 ans et demi. En 2 ans et demi, j'ai déjà planté 1000 arbres fruitiers. On est toujours dans ces notions de laboratoire, hein, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai 4 zones de production avec différentes techniques. Je fais de l'agroforesterie, je fais du MSV, enfin voilà, tout un tas de choses. J'ai plus d'1 hectare de culture. J'ai 3 fermes solaires, une de 5 et 2 de 3,5 et de nombreux satellites autonomes. Les satellites autonomes, ce sont des toutes petites installations qui permettent d'électrifier une clôture, qui permettent d'électrifier, de tirer de l'eau d'un puits ou des choses comme ça. Voilà. Donc, par exemple, voilà, ça c'est ma plus grosse ferme solaire, une des 3, et puis avec, on ne voit pas les systèmes en fait autonomes. Alors là, je suis en train de réaliser, j'ébauche 2 réacteurs Jampin. Alors pour cibler un peu ce que Jampin a été un inventeur, enfin c'est un peu contesté, mais bon, en gros c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur la gestion de la matière organique et qui entre autres avait mis au point un système qui s'appelait le réacteur de son nom, qui permet en fait de chauffer des structures. Et moi à Lyon, donc c'était à Lyon, j'en ai fait un de 20 tonnes, j'ai tout trimballé en vélo. Et j'ai tout mis ça dans des sacs à patates et ça m'a permis en fait d'atteindre 60 degrés. Donc là j'ai 29 degrés en fait en sortie, en faisant très peu de rejet de gaz et surtout en récupérant derrière un compost
de très 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 grande qualité. Donc ça, par exemple, je suis en train d'en réaliser 2. Alors je ne la fais plus en vélo, hein, parce que j'en fais 2 en fait de 120 mètres cubes, donc de 80 tonnes pièce, parce que j'ai fini par craquer. Je me suis acheté un tracteur et je vous expliquerai pourquoi je fais ça. C'est parce que du coup, je m'inscris dans mon territoire. On reviendra tout à l'heure sur mes camemberts, de savoir en fait sur quoi on peut être autonome ou pas. Et moi, je m'inscris dans mon territoire, c'est volontaire que je vais chercher des ressources à l'extérieur que j'essaye de traiter par moi-même, même si j'ai une dépense pétrole qui pourrit un peu mon bilan carbone, mais c'est pas grave, sur le collectif. Donc par exemple, ça c'est une zone d'agroforesterie, vous avez 400 arbres là-dessus, hein. Ça fait 4000 mètres carrés, donc il y a 400 arbres, et entre ces lignes, donc ça fait 40 mètres de long, hein, chaque ligne fait 40 mètres de long, je produis 1 tonne de pommes de terre là-dedans. Voilà. Ça c'est un des trucs sur lesquels j'ai beaucoup bossé. Je vais faire une serre bioclimatique. Donc ça c'est au tout début où je l'ai construite. Elle est orientée est-ouest. Ce que vous voyez au nord là, ce sont des bidons dans lesquels il y a tout simplement de l'eau. Et en fait, le principe est très simple, c'est que pendant la journée, il y a des calories qui sont séquestrées dans les bidons et qui restituent une partie de la chaleur tout au long de la nuit. Et là, dernièrement, c'est hier, j'ai un copain qui m'appelle, qui prend beaucoup de mes expériences et qui me dit, lui, il a mis 4 tonneaux, il n'a pas pu faire ça dans ce sens-là, il a mis 4 tonneaux au fond, au nord, c'est-à-dire qu'il est orienté nord-sud et pas est-ouest, et il me dit, écoute Pierre, je ne comprends pas, à l'entrée, il n'y a rien qui pousse, et au nord, alors que j'ai beaucoup moins de lumière, les plants, ils sont comme ça. J'ai dit, mec, pourquoi tu as foutu 4 tonneaux au fond? Pour faire de l'inertie thermique. Je n'y cherche pas. Voilà, les plantes, elles sont capables d'aller récupérer une partie du spectre lumineux qui est rejeté par les tonneaux de la nuit, et ça fait tout pousser. Je peux vous montrer des photos, si vous suivez sur les réseaux sociaux, je peux vous garantir que là, je peux déjà plus rentrer à cette période de l'année. Moi, j'ai déjà des plants de tomates qui sont hauts comme ça, hein. Voilà. Donc ça fait partie des expériences, et c'est la première. Donc cette serre, elle a son premier niveau. Je vais faire 2 stages sur cette serre. Je vais l'isoler au nord et je vais mettre une surcouche dessus. C'est un prototype qui fait 12 mètres par 4 mètres 50. Mais là, il y a un prototype de 40 mètres par 9 mètres 50 qui va sortir de terre entièrement biosourcé. J'ai un grand copain qui s'appelle Jean-Philippe Vallat, peut-être que vous connaissez, qui est le spécialiste du biogaz autoconstruit en France, qui est dans le Vercors, qui lui, avec des systèmes relativement similaires, parce qu'il s'est beaucoup inspiré de ce que j'ai fait au niveau des réacteurs, pour faire des choses au niveau du biogaz. Il a couplé les deux, et moi je suis en train de récupérer ce qu'il a fait sur le biogaz. Et il fait pousser des bananes à 900 mètres d'altitude dans le Vercors, hein, pour vous donner un ordre d'idée, hein, voilà. Et donc moi, une fois que j'aurai fait mes 2 stages c'est une petite serre, hein, pour un professionnel, 4 mètres 50 par 12 mètres, c'est ridicule, quoi, hein. Je peux vous garantir que normalement, si je vise bien mon truc, j'ai des pieds de tomates, s'ils ne prennent pas la maladie, ils vont me durer 2 ans. Par moins 6 degrés avant que le soleil ne tape, sur la serre, j'ai 5 degrés au niveau du sol. Okay, là, j'ai 5 degrés. Et j'ai 11 degrés. J'ai 60 agrumes dedans. Là, vous voyez, c'est les bébés agrumes. Quand vous voyez ce citronnier, là, aujourd'hui, il est plus gros que ça, quoi. Voilà. Et ça date d'il y a moins d'1 an. Donc voilà, bon, j'ai bricolé des trucs, hein, voilà, j'ai fait un jardin mandala pour expliquer pédagogiquement tout ça. J'ai créé des marges, j'en avais pas assez. Hop. Vas-y. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai pris des poules de réforme parce que ça me semblait sympa d'offrir une deuxième vie en fait à des poulettes qui avaient pondu de l'œuf à tour de bras. J'ai des cochons, pas n'importe quel cochon, ce sont des kuni, c'est des cochons végétariens. Bon, les miennes, à mon avis, il y a quelqu'un qui a un peu merdé, elles ne sont pas tout à fait végétariennes, mais bon, bref. Et c'est très intéressant. Bon, les cocottes, elles font 140 kilos maintenant. Je les boufferai jamais, hein, voilà, c'est mes copines. On se fait des gratou, tout va bien. Alors, je suis à fond sur la traction animale. C'est pour ça que j'ai autant de chevaux et que ça fait partie des choses que je veux développer.
Et là, je suis en train de passer le vibroculteur dans la fameuse zone que vous avez vue tout à l'heure en agroforesterie, donc avec un de mes deux chevals de trait. Celle-ci, elle s'appelle Bilout, elle fait 800 kg, et le coco derrière, il s'appelle Dis-moi tout, et il fait 950 kg. Quand il vous dit merde, vous l'écoutez. Alors, dans mon projet, il y a la notion de la conserve. Ok. Alors ça, c'est un truc que je n'ai pas développé, mais ce qu'il faut bien comprendre sur la question de l'autonomie, et ce qui est valable pour tout, la problématique qu'on a toujours, c'est entre le déphasage qu'il y a entre le moyen et le besoin. Vous voulez manger des tomates en hiver, soit vous les faites venir de très très loin, elles ont été produites, vous les faites venir, soit vous mettez en place un système de conservation qui va permettre que vous mangez les tomates au moment où vous dites en avoir besoin. Est-ce que vous avez besoin de manger des tomates pour bien recevoir vos amis à Noël ou votre famille? J'en suis pas très sûr. Par contre, pour éviter de faire des trous dans la raquette au niveau de votre alimentation, je pense qu'il faut faire de la conserverie. Donc ça, c'est un tout petit... Je fais 500 bocaux par an, et ça, voilà, à peu près, c'est quand on ramasse les poivrons. Pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et ça, c'est au milieu du jardin. Là, ce que vous voyez, là, chaque roller, là, c'est un pied de tomate. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas ramassé 3 kilos de tomates, alors que j'avais 600 pieds de tomates. J'ai balancé 600 pieds de tomates. Pour vous dire les proportions dans lesquelles on est. Pour 6 à 8 personnes. Alors tout le monde me dit, mais t'es marteau. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, je bouffe du coulis de tomate de 2019. Parce que j'ai eu des séries d'événements, et que dans votre autonomie, il faut bien intégrer qu'il y a des moments, avec ce qu'on a parlé au préalable, il peut y avoir des problèmes, et que donc le seul moyen de pallier, c'est soit en fait on raisonne en groupe et qu'on est sur des territoires différents avec des flux de matière qui vous permettent en fait, lorsque vous êtes dans un creux, d'assurer que vous n'allez pas mourir de faim, soit vous organisez vous-même en fait votre résilience en stockant. Ok ? Alors, bien évidemment, quand on fait 500 bocaux, quand on cuisine, je passe mon temps à cuisiner, la question de l'énergétique, du coup, je fais beaucoup de cuisine solaire. Alors, on va tordre le cou, parce qu'il y a beaucoup de démagogie autour de ça, et dans un sens et dans un autre. Ça fonctionne, mais il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du soleil. Il faut qu'il y ait du soleil. Et que la plupart des installations, les gens se tournent vers des petites installations. Il faut tout de suite des très très grosses installations pour que ça fonctionne correctement. Je ne suis pas marié avec, mais toujours mon pote Jean-Philippe Vallat, lui, quand il est arrivé sur son territoire, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait un concentrateur solaire de 7 mètres de diamètre. Bon, vous prenez une bouteille de verre, vous le mettez en face, instantanément, la bouteille de verre, elle fond. Okay, mais sauf qu'il peut stériliser. Là, cette parabole, c'est une parabole américaine, elle fait 1,20 m, ça permet de bricoler 3-4 trucs, mais vous ne stérilisez pas avec, ça c'est sûr et certain. J'en ai une autre d'1,40 m qui fait 3 kg. Bon, pour un feu normal sur une gazinière, 3 kg, ça commence à être un gros feu, sauf que dans le solaire, c'est pas tant que ça. Et là, du coup, je suis en train de prévoir, avec mes partenaires d'ailleurs, Solar Brothers qui sont là, je suis en train de prévoir la construction d'une ferme solaire flottante pour avoir une dizaine de kilos de puissance, qui me sont nécessaires pour stériliser. Okay, je vous rappelle, 500 bocaux. Quand je fais, j'ai 2 stérilisateurs et je balance des sessions de 20 bocaux à la fois, quoi. Alors, je suis inscrit dans mon territoire et une des choses, ça c'est mon grand dada, c'est le retour de la matière organique en fait au sol. Parce que ça, c'est une catastrophe. La plupart des gens, quand vous leur posez la question que si un jour ils font une transition, qu'est-ce qu'ils vont vouloir comme toilette, ils vous disent tous qu'ils veulent des toilettes sèches. Sauf que dans 99% des cas, j'aimerais me tromper, ils veulent des toilettes sèches, pas pour les bonnes raisons. On s'en fout de faire nos besoins dans de l'eau potable. Si cette eau potable, elle revient, ok, il y a le delta d'avoir potabilisé l'eau. Mais l'eau, pourquoi on fait nos besoins dans l'eau? C'est parce qu'on veut se débarrasser de notre merde. En fait, ce qu'on veut, c'est que la rivière, elle évacue le truc et qu'elle aille à la mer. Or, ce qu'il y a dans nos excréments, c'est capital. Donc, moi, un de mes grands dada,
c'est de récupérer de la matière organique. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année j'ai fait 100 tonnes. Je vous annonce que je fais 2 réacteurs de 80 tonnes. Donc si tout se passe bien, grâce au tracteur, je devrais en faire entre 300 et 500 tonnes. Je récupère en fait de la matière à l'extérieur. Et il n'y a pas meilleur moyen pour évangéliser. Parce que quand je me pointe en fait chez un commerçant, un traiteur, je lui dis donne-moi tes déchets, que je lui amène des bidons, qui fait toutes les semaines, on discute, je lui donne des œufs. Il me dit tiens, j'ai fait un bon plat avec tes œufs, tiens, t'as qui me donne ça. Et puis ça commence à perfuser. Il se dit ouais, c'est vrai quand même, c'est con, hein, je balance tout ça, et puis j'ai parlé de toi à ça, et boum, ça marche. Je fais ça avec les écoles. Les écoles, je récupère du carton, je récupère les restes de cantine, et les gamins, ça leur permet en fait de réfléchir. Donc ça, c'est un truc, et c'est pour vous expliquer qu'aussi que je ne me cantonne pas à mon lieu, m'enfermer, me bunkériser, à mettre des mines antipersonnelles et du barbelé de partout. Et voilà. Et puis une des choses que je fais aussi, c'est que je crée du contenu pédagogique. Voilà par exemple un flux de matière organique. Bon, peu importe, hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour que ça soit visuel, pour que les gens comprennent comment eux, ils peuvent faire la même chose ou différemment, ou pas du tout ça, on s'en fout, mais que d'envoyer de l'information. Alors c'est quoi l'autonomie? L'autonomie, c'est quand les moyens couvrent les besoins. C'est le point exact au moment où les moyens couvrent les besoins. Mais il y a un mot qui est capital là-dedans. Ce n'est pas les moyens, c'est les besoins. Or, nous sommes dans une société qui favorise à fond les moyens. La couverture fonctionnelle de ce que j'ai dans les mains là, je pense que vous êtes tous, je suis désolé, vous êtes un certain nombre à avoir connu par exemple un Nokia 3310. La couverture fonctionnelle d'un Nokia 3310, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est capable non seulement de téléphoner, mais c'est capable en fait d'échanger des photos, d'en prendre, de la vidéo, de faire de l'audio, de faire du montage, de créer des documents, de faire GPS, de faire radio. La couverture fonctionnelle de ce truc-là n'a plus rien à voir. Or, quand vous achetez un truc comme ça, souvent, la couverture fonctionnelle, elle est redondante avec des objets que vous possédez déjà. Si vous regardez ce qu'une voiture est capable de faire aujourd'hui, vous vous rendez compte que sa couverture fonctionnelle, à une échelle près, c'est celle d'une maison. Vous avez la clim, vous avez tout un tas de choses. Okay? Donc, plus ça va, plus on nous vend en fait des choses au cas où ça tombe en panne, au cas où on en a besoin. Mais en fait, on ne l'utilise jamais. Et donc, on baigne dans le besoin, dans les moyens, lapsus, on baigne dans les moyens, et du coup, on ne raisonne plus du tout dans le besoin. Je vous donne un autre exemple. Beaucoup de gens ont des forfaits illimités. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il n'existe pas de forfait illimité. Pourquoi? Parce qu'il y a en moyenne 30 jours dans un mois. Il y a systématiquement, à quelques exceptions près pour les physiciens, 24 heures dans une journée. Donc au maximum, vous avez la capacité en fait de communiquer 30 fois 24. C'est pas illimité. Alors ça peut paraître vouloir couper les cheveux en 4, mais en termes d'impact psychologique, c'est colossal. Et tout à l'heure, j'ai un peu harangué mes collègues en les taquinant et tout ça. Mais pour moi, encore une fois, je l'ai dit, je le répète, le changement de paradigme sur ça, c'est ce qui changera tout. Ça ne sert à rien d'aller faire 50 000 stages de permaculture, de culture verticale, ou je ne sais pas quoi, si vous ne remettez pas en question quels sont vos besoins et quels sont vos besoins réels. Qu'est-ce que c'est l'autonomie alimentaire? Alors bon, certains diront que le premier item n'est pas à mettre dedans, moi je le mets dedans. Donc il y a l'eau, et après, je les ai mis dans un ordre d'importance. C'est l'eau, les céréales, les tubercules, les fruits, les légumes et les condiments, comme par exemple en fait le sel. Alors quand vous avez des gens qui viennent vous expliquer, qui sont autonomes en alimentaire, et qui vous disent qu'en définitive, ils sont capables de faire l'été pousser leurs légumes, on est très 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 loin du compte. Il y a un livre fantastique, je présenterai d'autres livres, il y a un livre fantastique qui s'appelle de Maurice Jo, qui recense de mémoire, je crois que c'est fin 20e,
toutes les études alimentaires qui ont été faites. Et entre autres, on mesurait, juste au début de la révolution industrielle, on mesurait la puissance d'une armée par rapport en fait à la capacité qu'avait le pain de nourrir l'armée. Plus il avait du son, moins c'était bon, et plus on considérait, moins l'armée était considérée comme puissance. Donc ce qu'on donnait à manger aux soldats, le carburant qu'on donnait à manger aux soldats, qui étaient les céréales, était un élément qui permettait de déterminer la puissance d'une armée et donc la puissance d'un pays. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce livre, qui s'appelle, qu'on trouve sur Internet aussi, que je remercie d'ailleurs la librairie qui se trouve à l'opposé de m'avoir prêté ces livres, le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris, qui a été écrit par Daverne et Moreau en 1850. Ce bouquin, il est extraordinaire parce qu'il explique techniquement comment c'était organisé, c'était super bien fait. Comme par hasard, moi j'ai rien inventé, quand je vais chercher des déchets, il faut savoir que quand ils allaient livrer aux Halles de Paris, qui se trouvaient encore au centre de Paris, la plupart en fait des maraîchers se trouvaient du côté du Marais, ils étaient sur des surfaces de 4000 à 5000 mètres carrés, ils produisaient une charrette de légumes par jour et ils revenaient avec une charrette minimum de fumier de cheval par jour, voire même ils retournaient chercher du fumier de cheval, pour dire qu'ils y allaient, mais alors franco de chez franco. Pourquoi ils étaient le long du canal Saint-Martin et tout ça? C'est parce qu'ils avaient besoin d'eau. Donc il n'y avait pas de secret. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils balançaient de la matière organique, ils balançaient de l'eau, ils mettaient tout sous cloche. C'était des boulots de titans. Ils avaient des cloches, ils mettaient sous chaque salade, ils mettaient une cloche, ils mettaient du paillage dessus, et ils se relevaient en fait après la rosée vers 5 heures du matin, et ils dépaillaient tout, quoi. Ils attendaient, ils mettaient les couches pendant la nuit. Bon, bref, boulot de taré. La plupart des gens qui se professionnalisent un peu, ils estiment en fait que ce bouquin, c'est le Saint Graal. Alors oui, c'est vrai, c'est le Saint Graal. Sauf que ce bouquin, il parle de quoi? Il parle des légumes. Or, à l'époque, et c'est ce que je reproche en fait à ce livre, et c'est ce que je reproche à ceux qui le mettent trop en avant, c'est qu'ils oublient une chose, c'est que 90% de l'alimentation, c'était quoi? C'était les céréales. Et pourquoi? Parce que, on le verra tout à l'heure, dans la question énergétique, eh bien, il y avait déjà tout le transport de la plaine de la Beauce qui était organisé avec des chemins de halage et qui ramenait le foin pour les chevaux et les céréales pour les gens. 90%, c'était de ce qu'ils mangeaient, les gens, c'était céréales. 10%, c'était... Alors, bien évidemment, sur le bouquin, vous pouvez trouver que les Parisiens, ils étaient autonomes avec 10 mètres carrés. Ils faisaient 10 mètres carrés pour produire 10% de leur bouffe. Il n'y a pas de challenge à ça. Voilà, il faut bien remettre les choses dans son contexte. L'autonomie énergétique. Alors j'ai mis quelques items, donc c'est se chauffer, c'est le transport des denrées, de l'eau, des personnes, des matériaux, et puis c'est pourquoi on est là ici, et c'est ce que je fais aussi beaucoup, la formation. C'est cuisiner, transformer sur ce qui est de l'alimentaire, et c'est produire, réparer, construire. Produire par exemple du bois pour construire des bâtiments, réparer des choses, bref, voilà. Je ne vais pas m'étendre parce que l'énergétique, c'est vraiment un sujet très particulier. J'ai plutôt axé cette démonstration parce qu'il fallait faire un choix sur la côté alimentaire parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Alors, je vais passer très très vite parce que j'ai déjà présenté en fait ce slide. Il y a 6 items. Donc, ce qui est représenté en vert, c'est la partie que vous pouvez maîtriser pour 6 à 8 personnes. À l'échelle donc de 6 à 8 personnes, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire 95% de votre alimentation. Il y a 5% que vous ne pouvez pas faire. Typiquement, c'est le sel. Le deuxième partie, c'est l'énergie. Alors, vous pouvez faire, à chaque fois, c'est des ordres d'idées. C'est ce qu'on peut faire. Mais vous ne pouvez pas faire 100%. C'est quasiment impossible de faire 100% en fait sur l'alimentaire. J'y reviendrai pourquoi. Donc l'énergie, vous pouvez faire 75%, mais il y a une part qui est extérieure. La santé, vous pouvez faire la bobologie, vous pouvez vous faire du baume, vous pouvez
bien manger, ce qui va vous éviter en fait de tomber malade, tout ça. Donc ça fait partie de la santé. Mais la grosse partie, elle est extérieure. La sécurité, c'est de mettre des chaussures, c'est mettre des bouchons auditifs, c'est vous mettre des lunettes. Voilà, c'est tout ça. Donc il y a une partie que vous pouvez maîtriser, mais il y a une partie qui vient en fait de l'extérieur. Donc il y a de la sécurité passive et il y a de la sécurité active. Il y a l'éducation. L'éducation, c'est le transfert de savoir. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie verte qui peut être relativement importante. Mais dès lors qu'on monte en fait dans la complexité des savoirs, un médecin, ça va être très compliqué de le former sur un lieu d'autonomie. Il va forcément falloir avoir des échanges, normaliser en fait ce truc-là, et ça viendra forcément de l'extérieur. Je ne fais pas le débat de l'école à la maison ou pas, hein, voilà. Mais pour dire en fait qu'il y a quand même une grosse partie qui vient forcément de l'extérieur. Et le dernier item, c'est la justice. Le petit curseur vert que vous voyez, c'est le conflit que vous allez pouvoir régler en interne de votre famille, le conflit que vous pouvez avoir avec le voisin ou je ne sais pas quoi, où vous allez essayer de régler les choses, je le souhaite en fait, le plus à l'amiable possible. Mais la plus grosse partie en fait de cette justice va dépendre de l'extérieur. Donc je vais vite. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que votre zone d'intervention en tant que personne qui veut tendre vers l'autonomie, c'est tout ce qu'il y a en vert. Et tout ce qu'il y a en bleu, ça dépasse forcément les limites de votre système. Et donc c'est des communs. Et ce qu'on peut dire, on peut ne pas être d'accord en fait sur les chiffres, mais en définitive, le commun pèse plus lourd que ce que vous pouvez faire sur votre lieu d'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les camemberts verts. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir les deux. Et ça, c'est fondamental. Je reviens une deuxième fois sur ce slide. Si vous considérez qu'en fait que chaque système d'autonomie, c'est une petite structure de 6 à 8 personnes, on ne va pas descendre dans une granulosité individuelle, eh bien pour pouvoir réaliser un certain nombre de travaux, qu'est-ce qu'on va faire? On va mutualiser, on va assembler ces forces, et donc on va interconnecter différents lieux d'autonomie. C'est ce qu'on faisait pour la fête de la batteuse, encore une fois, on n'a rien inventé, hein. C'est des transhumances, c'est toutes ces choses-là. Et donc on va, comme ça, constituer un maillage qui va nous permettre de créer une entité en fait plus forte. On va en mettre X, et à un moment, le système va avoir besoin, donc ça va créer en fait un nouveau système en lui-même, et ce système, il va avoir besoin d'un pilote, et c'est là où on va commencer, en fait, à avoir besoin d'un tiers qui s'appelle le gestionnaire des communs. C'est la mairie, c'est une CUMA, enfin voilà, c'est la présidence d'une association, c'est l'appel, l'association des parents d'élèves, voilà, toutes ces choses-là. Donc, on peut organiser et les lieux donc, qui tendent pour avoir plus d'autonomie alimentaire et énergétique, non pas comme des îlots qui sont complètement en autarcie, mais qui sont ouverts à l'extérieur pour faire des assemblages. Et vous comprenez que du coup, ce cercle peut devenir à lui-même une pièce qui s'interconnecte avec un autre. Et c'est comme ça qu'on reconstitue les étages de la société. Alors, on va commencer à tomber dans les exemples. Ok ? Je vous présente mon chien, Orca, qui est ma plus fidèle partenaire en fait sur le projet, parce que toutes les nuits, elle dort au milieu des poules et des cochons, parce qu'elle m'évite en fait que le renard, il vienne se servir trop souvent. Elle me fait de la régulation. Alors quand j'ai acheté ce chien, un malinois, et que je suis allé sur les forums, j'aurais dit oui, je vais faire de la régulation de poules, tout ça. Ils m'ont regardé avec des yeux, ils me sont dit mais t'es complètement barré. Et sauf que maintenant, ils me disent « Ah Pierre, donne-nous des nouvelles parce qu'ils ne reviennent pas. » quoi. Enfin, je vais vous raconter une anecdote. Là, ces temps, les oies sont en chaleur. Quand les oies sont en chaleur, il n'y a pas plus grosse qu'une oie. Même le jar, il est sympa. L'oie est venue lui casser les bonbons alors qu'elle était assise. Elle a regardé l'oie, elle l'a chopé au cou, gentiment. Elle l'a couché, elle a mis une patte dessus, elle s'est assise dessus. Elle a fait une prise de catch. L'oie, au bout de 10 secondes, elle a dit « C'est bon, j'ai compris. » Et voilà, c'est... Next. Bon, mon fidèle compagnon numéro 1, si je veux la nourrir au barf, le barf, c'est le fait de nourrir avec de la nourriture crue ces animaux. Alors, s'il y a des spécialistes, ils vont hurler parce que jamais de la vie, ne suivez cet exemple-là, de donner un poulet, et rien qu'un poulet, en fait, à un chien. Vous allez le déséquilibrer. Okay, il faut, si vous êtes dans du barf, les gens qui connaissent ça, il faut du poisson, il faut de la viande rouge, il faut tout un tas d'autres trucs.
Et donc c'est faux. Mais on va prendre un cas d'école, on va dire que, en gros, ce chien, il a besoin d'un poulet d'1 kilo par jour. C'est à peu près ce qu'il lui faut, hein. Il fait 35 kilos. Et il y va. Pour faire un poulet d'1 kilo, il me faut 200 jours. Parce que moi, je ne les élève pas en batterie. Donc, il faut élever 200 poulets en front. Ah oui, parce que si j'en fais naître un aujourd'hui, eh ben, à N plus 2, enfin 200, et je vais pouvoir le donner à manger. Mais demain, ben, pour le lendemain, il va falloir... Donc, il faut que j'en élève 200 de front. Et déjà, ça vous donne un peu une idée. 200 poulets, c'est minimum 1000 mètres carrés. Et je vous garantis que vous allez ramasser de la crotte, hein, enfin de la fiente, hein, sur 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment le minimum, c'est pour donner des ordres d'échelle. Un poulet, ça consomme en moyenne dans sa vie, entre le poussin et le fait qu'il soit grand, à 1 kilo, ça consomme aux environs de 100 grammes de grains par jour. Vous en avez 200, il vous faut 20 kilos de grains par jour pour pouvoir nourrir vos poulets. OK ? Si vous avez 200 poulets, il vous faut 7,3 tonnes de grains pour nourrir votre chien. Ce qui m'amène au truc complètement débile, où si vous êtes en blé tendre, vous produisez en bio 2,5 tonnes de blé tendre par hectare, et que si jamais vous êtes en blé dur et en conventionnel, vous êtes aux environs de 7,5 tonnes hectare. Donc elle, là, elle me coûte 365 poulets par an et elle me séquestre plus d'1 hectare de trucs. C'est là où je vous disais en fin de... On est une société complètement hors sol parce que pour nous, acheter en fait de la croquette pour chien, bah, on voit pas en fait l'impact qu'il y a derrière. Mais quand vous êtes comme moi en train de pédaler, toujours remettre en question, de se dire non, mais moi je veux rien acheter, je veux tout autoproduire, forcément, vous vous retrouvez avec des problématiques qui sont stratosphériques, quoi. OK ? Alors, super exemple, je vous présente Dis-moi tout, qui fait plus de 900 kilos, mais bon, on va dire qu'il a maigri. On va prendre un cheval de traîne 900 kilos. Bah, il lui faut 1 hectare de pâturage. C'est ce qu'on compte en règle générale. On dit oui, une vache, 1 hectare. Ouais. Sauf que j'ai posé la question à des professionnels. La plupart des professionnels, ils se plantent sur le calcul. Pour vous dire que même les professionnels, après, quand on discute avec eux, ils se rendent compte qu'ils sont... voilà. Donc ils disent oui, c'est vrai, il faut 1 hectare de pâturage. Mais il faut aussi un prêt d'1 hectare pour lui fournir le fourrage. Parce que pendant l'hiver, lui, il bouffe. D'accord ? Et c'est pas avec ce qu'il y a par terre que ça suffit. Donc il faut avoir fait les foins. Mais souvent, on est obligé de les complémenter. Et là, il faut un demi-hectare pour lui fournir les céréales qui sont nécessaires à son équilibre. Je fais une toute petite parenthèse. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Les chevaux de trait ont été sauvés par la boucherie chevaline. OK ? Pourquoi ? Parce qu'après-guerre, on a voulu se débarrasser des chevaux, et il faut savoir, parce que plus personne n'en voulait, et il faut savoir que qu'est-ce qu'on a fait ? Alors ils les ont sauvés et ils les ont massacrés. De deux manières, parce qu'ils en ont bouffé, okay ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait comme pour les vaches, ils ont fait tout ce qui était possible pour les faire grossir. Un comtois comme ça, en fait, plein papier, c'est-à-dire qu'en fait c'est un pur race, la plupart des comtois, ils ont des problèmes aux yeux, ils deviennent aveugles. Vous avez d'autres races, les boulonnais, ils ont des problèmes d'articulation. On est dans un déclin très fort en fait de ces races-là, et il faut savoir que pourquoi en fait les agriculteurs avant ils avaient des bœufs, c'est que ça, mais ça bouffe trop. Et non seulement ça bouffait trop déjà à l'époque où c'était au top, mais maintenant que ça a pris 20 à 30% de poids en plus, ça bouffe presque 2 fois plus. Donc le ratio, il est super mauvais. Donc je vous renvoie à ce que je vous disais au préalable. Ce pourquoi j'ai 4 poneys et 2 chevaux de trait, c'est parce que je veux faire des comparatifs. Et que là où je mets 4 poneys, les 4 poneys en autonomie, 1 hectare de pâturage sur une bonne pâture, ça fait la maille. Hein. Et je peux vous garantir qu'avec 4 poneys, vous en tombez du job. Et puis pareil, on va tordre le cou aussi à des vieilles croyances. Tout
toute l'Angleterre a fait de l'extraction minière, pas avec ça, hein. Ils ont tout fait avec des Shetland. Ils ont tout fait avec des Shetland. Bon, il y a des études très très sérieuses, j'en ai parlé tout à l'heure. Les sources, c'est le Grenier de l'Abondance et l'Université de Vienne en Autriche. C'est toutes des choses en fait qui sont sourcées. Si on prend la consommation moyenne alimentaire d'un Européen, il séquestre 2500 mètres carrés pour sa nourriture directe. C'est le riz, c'est les bananes, tout ce qu'il mange. Et il a besoin de quasiment équivalent pour produire en fait le végétal qui lui va être nécessaire pour nourrir les animaux dont il va se nourrir directement ou indirectement. Indirectement, c'est le lait, par exemple, ou les œufs. Ok ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, chaque individu séquestre 0,5 hectares de surface agricole. Vous pesez au minimum 0,5 hectares pour pouvoir vous nourrir. Sauf qu'il y a des gros mais. Ces gros mais, c'est que cet assemblage de 5000 mètres carrés, de demi-hectare, ils ont dit, ben voilà, un Européen moyen, il mange, je dis n'importe quoi, 30 kilos de bananes. Pour produire 30 kilos de bananes, il me faut 28 mètres carrés. Mais ces 28 mètres carrés, ils se trouvent où? Ils ne se trouvent pas dans votre jardin. Ils se trouvent à l'autre bout de la planète. OK? Donc, si vous voulez ramener tout sur votre lieu d'autonomie, ben, il ne va peut-être pas vous falloir 28 mètres carrés. Il va peut-être vous en falloir 3 fois plus. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, là, on est sur des moyennes qui, dans 97% des cas, s'appuient sur une production végétale dite conventionnelle, où on a un rapport de 1 pour 10. C'est-à-dire qu'on va cramer en gros 10 calories de pétrole pour produire 1 calorie alimentaire. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est toutes les surfaces d'infrastructure ne sont pas incluses dans ces 5000 mètres carrés. Ça veut dire que la paille qui vous est nécessaire pour tout ce qui est élevage, tout ce qui est la surface d'élevage, c'est pas compris en fait dans ce demi-hectare. Donc, quand vous avez un rigolo ou une rigolote qui vient vous expliquer qu'il est autonome avec 250 mètres carrés, vous avez la preuve scientifique, et c'est pas moi qui le dis, moi je suis un bête rapporteur, je suis un bête, qui vous dit que déjà on se base sur 0,5, et quand cette personne elle vous explique qu'elle n'arrose pas, qu'elle fait que avec des semences pour lesquelles je suis complètement d'accord, qui sont des vieilles semences, machin truc, qu'elle n'utilise pas d'engrais et tout ça, mais moi j'appelle ça, c'est des magiciens ces gens-là. Ils sont magiciens. Parce qu'ils arrivent à faire bien mieux qu'une agriculture qui est répandue sur tout le monde avec que des professionnels. Mais je trouve ça formidable, vraiment. Vous avez compris que je suis très ironique. Donc l'alimentation d'une ferme, c'est quoi? C'est une somme. C'est une somme. C'est la surface qui est nécessaire par personne multipliée par le nombre de personnes. Si vous êtes comme sur un projet comme moi, de 6 à 8 personnes, et que vous comptez un demi-hectare par personne, ça veut dire que le ticket d'entrée, on va prendre 8 personnes, 8 fois 0,5, ça fait 4 hectares. Donc le ticket d'entrée de surface cultivée, vous m'entendez bien, de surface cultivée, c'est 4 hectares. Mais c'est aussi les surfaces d'infrastructure. Parce que je vous ai montré une toute petite armoire dans laquelle je mettais mes trucs. Mais moi, par exemple, je fais mon miel. J'ai 25 ruches. Je peux vous garantir, quand vous devez stocker les hausses et tout le bordel, et qui fait partie du système alimentaire, parce que si vous ne l'avez pas, ça ne marche pas. Quand vous regardez ce que les chemins ils coûtent, designés, alors je prends souvent cet exemple, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, j'ai une erreur de ma part. La personne, vous faites un jardin, ok? Vous faites un jardin de 100 mètres carrés. Vous allez avoir besoin d'aller cueillir. Qu'est-ce que vous faites? Prenez votre t-shirt, vous faites une poche, vous allez dans le jardin, vous mettez ça dans votre t-shirt, vous revenez, vous posez ça. 100 mètres carrés, aucun problème. Vous allez pouvoir en mettre, vous faites 2 allers-retours, ok. 1500 mètres carrés, c'est plus la même chanson.
Parce que quand vous allez ramasser les patates, ça ne va pas tenir dans votre t-shirt. Il va falloir commencer à avoir une brouette. Qui dit brouette, dit lieu de passage, dit que ça soit suffisamment carrossable pour que vous n'en baigniez pas la moitié. Ok ? Vous avez tous un placard qui est suffisamment grand, enfin je vous l'espère, même moi qui vis dans 35 mètres carrés, c'est trop grand. J'ai la surface nécessaire pour, si j'ai 150 mètres carrés, mettre les patates au fond d'un placard. Quand vous en faites une tonne, parce que j'en fais sur 5000 mètres carrés, c'est plus un placard qu'il me faut. Okay, donc toutes les surfaces d'infrastructure, il ne faut pas les minimiser. Les chemins en font partie, c'est colossal. Et puis il y a toutes les aides. La traction animale. Je viens de vous parler que par exemple un cheval, c'était 2,5 hectares. Si vous êtes 5 personnes sur le lieu, si vous faites 2,5 divisé par 5, ça vous remet un taquet de 0,5 hectares pour avoir votre cheval qui vous permet de faire les céréales. Donc si vous suivez le calcul que je vous ai fait, vous avez déjà 1,5 hectare qui est nécessaire à votre production, mais comme vous voulez de l'aide parce que vous n'êtes pas taré et que vous voulez un minimum en fait produire des céréales avec un certain rendement sans y laisser votre santé au bout de 10 ans, c'est seulement au bout de 30, ben, il vous faut de l'aide, et cette aide, elle vous double votre surface. Donc vous comprenez, alors ça c'est toujours une discussion, quand je présente en fait les chiffres, la plupart des gens ils disent non mais t'es taré, enfin mettre 1000 arbres, mais t'es taré, ça sert à rien de mettre 1000 arbres. Ouais mais non, parce qu'on s'est tapé un moins 6 degrés, et là j'ai perdu je sais pas combien d'arbres. L'année dernière avec les intempéries, j'ai perdu plus de 250 arbres que j'avais plantés. Sauf comme j'avais fait des boutures, bah, c'est passé crème. Parce que j'ai fait autant de boutures que j'ai perdu d'arbres, à quelque chose près. Et puis un arbre, un porte-greffe, ça vaut 40 à 60 centimes non greffé. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'en planter 1000 ? Que derrière, je vais aller mettre dans mes haies, créer de la biodiversité, ou c'est le cas en fait d'une copine qui se lance dans une pépinière, bah, je vais lui donner des arbres. Elle me donnera des trucs spécifiques. Et puis moi, demain, je me dis, mais pour l'instant, j'arrive à collecter de la matière organique. Mais demain, moi, j'ai envie, sur certaines choses, de pouvoir continuer à m'aider dans mon travail, genre avoir une tronçonneuse. Une tronçonneuse, c'est pas en faisant pipi dans le réservoir que elle va fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire une tronçonneuse au biogaz. Je ne suis pas très candidat de me mettre une bouteille, même si c'est une bouteille de plongée en carbone dans le dos. Je pense que si jamais il y a une mauvaise étincelle, ça va faire désordre au milieu du bois. Okay ? Par contre, avec des arbres fruitiers, eh ben, je suis en capacité de fabriquer quoi ? De l'éthanol. Alors, les gens peuvent rigoler que j'ai planté 1000 arbres. Je souhaite que ça n'arrive jamais. Mais peut-être qu'un jour, que moi, je rigolerais d'avoir encore une tronçonneuse qui fonctionne et qu'eux, ils sont avec leur lime à ongles en train d'essayer de se tailler 3 bûchettes. C'était une plaisanterie. Alors les pièges, on va vous parler des pièges. Ils sont nombreux, je ne pourrais pas. Le piège numéro 1, c'est la facilité. On est dans un monde tellement hors sol, où on vous l'a dit tout à l'heure, on est sur entre 400 à 500 esclaves énergétiques par jour, qu'on utilise par jour. Et c'est tellement colossal, c'est tellement dans notre quotidien, que même quand il y a des gens qui viennent chez moi, c'est la 2e fois, mais je les prends 10 fois par jour en train de faire des conneries et en train d'accéder à la facilité. Pour tout, pour tout. Alors, il ne s'agit pas de se punir et de se jeter tout nu dans des orties et de se dire je suis le plus fort parce que je vais soulever cette grosse pierre ou je vais me déglinguer 40 mètres de ligne de production en 2 heures et je vais mettre tout le monde d'accord. Ça dure qu'un temps et en règle générale, la nature, elle vous plie en 2 coups de cuillère à peau. Mais il ne faut pas tomber non plus en fait dans la facilité. Et cette facilité, elle est là vraiment au quotidien et elle fait partie du changement de paradigme qui est absolument nécessaire. Un autre piège, c'est la confusion entre le besoin et le moyen. Je vous l'ai expliqué avec le téléphone tout à l'heure. C'est capital, mais c'est absolument capital. Il y a Coluche qui disait, alors bon, il ne m'a pas toujours fait rire ce monsieur, mais en tout cas il disait des choses intelligentes quand même. Il disait, dites-moi ce dont vous avez besoin, je vous expliquerai comment vous en passez. En définitive, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc plus, tout à l'heure je vous ai expliqué que l'autonomie, c'est le moment où, en fait, c'est le croisement où les moyens couvrent vos besoins. Si vous diminuez vos besoins, vous atteignez beaucoup plus facilement
l'autonomie parce que vous avez beaucoup moins de moyens à construire. Si vous estimez que vous devez vivre, vous avez besoin de vivre dans 250 mètres carrés, ce n'est pas la même chanson de construire une maison de 250 mètres carrés qu'une chanson de 35 mètres carrés. Ce n'est pas la même chanson de faire une maison bioclimatique de 250 mètres carrés ou de la chauffer en partie. Donc plus vous réduisez vos besoins, plus c'est facile, c'est accessible. Et aujourd'hui, personne, quasiment personne, on vous posait la question, moi quand j'accueille les gens chez moi, la première chose, je leur dis, bon ben voilà, tu sembles en difficulté. Et l'argument numéro 1, il me dit, ah mais tu sais pas de tout ce que je me suis passé déjà. Donc ils regardent qu'avant de venir chez moi, ils avaient accès à ça, 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 et qu'ils n'ont pas, et qu'ils me disent, mais tu te rends compte, la facture, elle est déjà énorme. Je fais, oui, mais tu peux me présenter tous les efforts que tu as faits. Aujourd'hui, tu n'es pas capable de produire les moyens qui couvrent en fait tes besoins. Alors qu'est-ce que tu vas courir après ça? Pourquoi tu vas aller chercher de la surface habitable à gogo, alors que déjà, là, chez moi, alors que tu as toutes les infrastructures, tu es à l'ouest. Tout ça amène à une question de posture et une question de culture. Je ne fais pas de politique, mais je peux vous garantir que quelqu'un qui a traversé la Méditerranée sur un Zodiac en abandonnant en fait tous ses biens de l'autre côté de la Méditerranée parce qu'il était en guerre, il est beaucoup plus résilient que vous, je me mets dans le lot, que n'importe quel Européen qui est bien assis en fait en disant ouais, j'ai mon 50 mètres carrés que j'ai payé à la sueur de mon front avec un patron qui m'a bien fait chier. Ok, non, mais vous tenez pas la route par rapport à lui. Ok, donc tant qu'on n'aura pas une posture qui est à la hauteur en fait de nos réels besoins et de ce qu'on peut se payer, parce que c'est finalement ce qui a été expliqué dans la première conférence, c'est que nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens de continuer comme ça. Je m'arrête là. La conclusion, c'est qu'en fait, on a totalement perdu le sens de la réalité terrain. C'est pour ça que j'aime bien les amener, ces gens. Parce que derrière, ça perfuse. Ils sont là, ah ouais, ah bah j'ai été réveillé parce que ta chienne, elle a jappé à 2h du matin jusqu'à 3h, ça gueulait. Bah oui, mais il y a eu une attaque de renard. Ah ouais. Et ouais, mais on s'est levé à 5h, bah oui, parce qu'il faut aller dans les champs. Parce qu'à 10h du matin, tu vas être tout liquide, que le soleil va te taper dessus et machin truc. Voilà. Ça n'empêche pas des belles plantes, des fois, de prendre des coups de soleil. Alors, on a perdu aussi dans les savoirs techniques. Ok, bon, ça, c'est grave, mais ce n'est pas le plus grave. On a vraiment perdu en posture. Ça pour moi, c'est abyssal. On ne maîtrise pas du tout les besoins. Et vous devez vous poser la question, parce que vous ne pouvez pas remettre. Ça, c'est fondamental. Je veux dire, aujourd'hui, moi, il n'y a pas de grosse tête. J'estime vivre une certaine philosophie de vie. Vous êtes obligé, en fait, de tout remettre en question. C'est un copain qui dirigeait une très grosse société américaine, qui un jour m'a fait, et c'était il y a longtemps, m'avait dit, on était sur un marché, il me dit, tu vois, pour la dame là qui vend ses fromages, à l'époque c'était cher, c'était 1 euro pièce, il me disait franchement, quand tu vends un fromage, et que tu sais qu'en fait qu'avec un fromage, tu payes à peine un litre de gasoil, ça doit remettre en perspective plein de choses. Il venait de mettre 35 000 balles dans un 4x4 pour aller faire le con dans le désert. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous attendez en fait de votre vie? Qu'est-ce qui est l'essentiel en fait pour vous? Et tant que vous ne serez pas en harmonie avec ça, et je ne fais pas de prosélytisme à 2 balles, qui est en lien avec la nature et ce qu'elle peut nous offrir, on sera toujours en fait une société en fait hors sol. Et ça, c'est important, c'est qu'il n'y a pas de sécession avec la société. C'est ce que je vous ai expliqué avec les camemberts. C'est-à-dire que de tout temps, et ça existera encore, et ça serait très problématique que ça n'existe plus,
Il nous faudra maintenir des gens qui ne seront pas productifs en fait dans les différents systèmes, qui participeront peu au camembert vert que je vous ai présenté tout à l'heure, qui seront dans les camemberts bleus, mais qui sont absolument nécessaires. C'est les gens, c'est les médecins, c'est le système de santé, c'est le système de justice, c'est le système de sécurité, et on ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas s'en passer. Ok ? Je passe à la session. On a combien de temps là ? On a 10 minutes encore, ouais, 10 minutes je crois. Je passe en fait à la session questions-réponses. Tiens, tu peux me lancer le slide suivant s'il te plaît ? Et je vous fais un tout petit truc. Donc j'ai de plus en plus de partenaires qui sont des industriels ou des sociétés. Donc si vous représentez le côté partenariat et le côté mécénat, quel qu'il soit, ne paye pas mon système d'autonomie. Vous vous souvenez, le premier cercle que j'ai fait, ça c'est payé, je l'ai, j'ai besoin d'aucun argent. Demain, ça me gonfle, j'ai plus envie de communiquer, j'ai plus envie de m'emmerder, je baisse le rideau, bonsoir monsieur, dame, peut-être que j'aurai peut-être un peu moins de chevaux, mais j'ai pas besoin de ça. Par contre, je ne veux plus payer le côté laboratoire. C'est plus possible. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de 7 sécateurs. Quand j'achète 7 sécateurs, c'est compliqué pour moi. Donc du coup, je vais chercher des partenaires qui m'offrent ces sécateurs pour pouvoir vous dire, dans tel cas de figure, c'est peut-être plutôt celui-là qu'il vous faudrait que l'autre. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc ça marche aussi pour le matériel. Et puis pour des gens, j'ai un Tipeee. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse en fait passer aux questions. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ? Ma question est très simple. Tout à l'heure, on a dit, parmi les agriculteurs, 60% vont partir à la retraite dans 5 ans. Qui va transmettre le savoir-faire ? Alors c'est une vaste question. Moi, je vais vous parler des chiffres que je maîtrise, qui sont les chiffres de la Dordogne. En Dordogne, il y a environ ce chiffre-là de 60% des fermes qui sont détenues par des gens qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire qu'à horizon de moins de 10 ans, il y a une transformation. Mais cette transformation, en fait, elle est très compliquée parce qu'on est exactement dans ce que Laurent et Cyrus vous expliquaient, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul paramètre qui est celui de l'âge. Il faut savoir qu'en fait que ces structures agricoles sont souvent très grosses, c'est-à-dire qu'elles reposent sur 100, 150 hectares, et que ce qu'on voit dans les CFA, dans les centres de formation agricole aujourd'hui, c'est 75% des gens qui rentrent sont hors parcours familial, ce qui veut dire qu'en fait que ce ne sont pas des fils d'agriculteurs qui prennent ça, alors que c'est complètement inédit, parce qu'il y a 10 ans de ça, les chiffres c'était 95% de fils de paysans qui reprenaient le truc là. Donc c'est complètement inédit. Là, il y a des tonnes de gens qui arrivent sur le monde de l'agricole et qui n'en sont pas du tout issus. Okay ? Et même ceux qui sont dans les 25% qui viennent du monde agricole, ils cassent les fermes. Okay ? C'est-à-dire que la surface moyenne aujourd'hui d'installation, c'est aux alentours de 10 hectares. Donc ça veut dire que si vous aviez une ferme de 100 hectares, proportionnellement, c'est 10 installations de fermes de 10 hectares. Le hic, on ne va pas repasser le slide, c'est que quand vous regardez les installations, non, c'est bon. Quand vous regardez les installations, qu'est-ce qu'on voit émerger de partout ? C'est du maraîcher. C'est des PAM, des plantes aromatiques et médicinales. Mais ce n'est pas ce qui va faire bouffer la France. Ok ? C'est pas ça. Troisième point, c'est que les fermes aujourd'hui, leur valeur de revente n'est pas la valeur de ce qu'elles valent, mais c'est la valeur de la dette. Je m'explique. C'est que les mecs, ils ont été dans une agriculture expansive, à acheter des tracteurs, nanani, nanana, ils se retrouvent avec des crédits. Et à la sortie, quand ils vendent, ils se mettent à la retraite. La MSA les oblige à dégraisser la surface, ça dépend en fait, mais en gros, il faut qu'ils y possèdent de moins 4 hectares, donc il faut qu'ils se débarrassent de tout. Mais ils ne veulent pas se retrouver avec une dette, ils ne veulent pas léguer une dette à leurs enfants.
Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils feront la somme des dettes divisée par le nombre d'hectares dont ils doivent se débarrasser, égale le prix à l'hectare. Et on se retrouve avec des trucs mais complètement loufoques, où le prix de l'hectare dans la région qui normalement devrait être à 2 000 €, eh ben, il est vendu 3 500 ou 4 000 €, parce que l'agriculteur, eh ben, il ne veut pas lâcher à moins, parce que sinon, il va continuer à payer le truc une fois qu'il sera parti. OK? Donc on est sur un problème, mais cornélien, mais c'est vraiment, hein, c'est un truc, je peux vous dire, je vais essayer de le dire politiquement correctement. Il y a 10 ans de ça, j'étais un rigolo, quoi. Hein. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, elle vient me chercher pour donner des cours. Pas sur les techniques, sur la réflexion. Alors, il y a une tendance, hein, c'est que là, pendant 5 ans, on a vu fleurir tout et n'importe quoi. Hein, des gens qui prenaient des très très bonnes études, mais qui avaient un certain nombre de failles, et qui les prenaient pour argent comptant, et qui disaient, moi, avec 1000 mètres carrés, je me tirais un SMIC. Je vise personne. Et c'était une catastrophe. Bon, donc dans les centres de formation, il y a eu un gros travail de faire remonter en disant « Ouh là là, on voit débarquer des gens, ils sont complètement... Ils veulent s'installer en agricole, mais ça ne marche pas parce qu'ils sont partis sur des délires avec une production, à faire que du mini-légumes en espérant vendre en fait qu'il y a des restaurants 3 étoiles et tout ça. » Mais le marché, il n'est pas là. Le marché, il n'est pas là, il y a de la distance. Voilà, et ça, c'est très très dangereux. J'ai commencé à vous l'expliquer avec l'histoire de la récolte. Ce qui marche sur 150 mètres carrés, il ne suffit pas de multiplier par 10 pour que ça marche sur 1500 mètres carrés. Okay, ça, c'est fondamental. Et du coup, ce n'est pas parce que ça marchait pour une personne qui maîtrise super bien sa communication, enfin, c'est un couple, nanani, nanana, qui s'est appuyé avec une des plus grosses écoles en fait, de France au niveau en fait, de l'agricole, c'est pas parce que ça a marché pour eux que c'était un modèle qui était réplicable. Voilà. Okay, donc, on est en face d'une problématique très, 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 très compliquée à ce sujet-là. Très compliquée. Bonjour, merci beaucoup pour toute cette conférence. Je me posais la question, du coup j'ai bien compris que pour une famille globalement de 6 à 8 personnes, on part sur 10 hectares, que l'essentiel c'est aussi de diminuer ses besoins, enfin en tout cas de réfléchir à quels sont nos besoins essentiels pour pouvoir après adapter nos moyens. Mais du coup, pour vous, en tant que Parisienne qui vit dans 30 mètres carrés, quel est le premier pas à faire concrètement là par exemple? Alors c'est une très bonne question. La plupart des gens, et ça vous renvoie à un slide que j'ai fait, ils confondent, ils se disent il faut que j'ai le moyen avant de réfléchir aux besoins. Et donc dans la tête des gens, et ça s'est vu énormément après la crise de la Covid, qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils s'emmerdaient chez eux, ils se sont dit ah mais avant la crise de la Covid, leurs 50 mètres carrés, mais jamais pour rien au monde ils l'auraient lâché. À la fin du premier confinement, non mais plus jamais je serais enfermé dans cette boîte de conserve. Donc ils se sont mis à réfléchir, ils sont allés sur le Bon Coin, ils ont commencé en fait à faire des trucs, ils se sont fait un plan. Et qui est un plan qui est complètement conforme à ce que la société nous a habitués de faire. C'est-à-dire à réfléchir en moyens au lieu de besoins. Et hardi petit. Et vas-y que je me rue en fait à la campagne à acheter un truc. Alors moi je vous dis halte au feu, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je suis en train d'expérimenter avec un membre de ma famille qui est... alors il a tous les stéréotypes. Alors d'abord c'est un membre de ma famille, donc forcément il y a un problème. Non, je déconne. Le deuxième point, c'est qu'il est fonctionnaire, il a une très grosse place en fait, et pour le coup, en fait, il participe énormément au changement. Je ne peux pas en dire plus, mais vraiment, c'est un acteur. Il étrangle certaines sociétés qui bénéficient de subventions auxquelles il n'aurait pas eu le droit. Donc autant dire. Lui, quand il met le nez dans un dossier, il fait sauter des millions d'euros. Je ne vous raconte pas du flanc. Hein.
Tu l'as pas rencontré. Et donc il me dit, oh non mais Pierre, alors ses parents, oh non mais tu fais pas comme Pierre, hein, tu pars pas dans un délire, non, non, hein. Ses parents, hein, et lui il me dit, non mais moi plus futurement j'ai une petite fille, hein, je veux me lancer dans le truc et tout. Et je dis, non non, tu bouges pas de chez toi. Et il a écouté ce que je lui ai dit. Pendant 2 ans, il a tous les week-ends quelque chose à faire et toutes ses vacances, bon il fait la connerie de venir chez moi, et il me fait des conneries. Jamais, il a du temps libre parce que il est allé voir les croqueurs de pommes, il a fait des stages de greffe. Il l'a fait dans le cadre des croqueurs de pommes, mais vous pouvez aller faire un rucher école. Moi, je travaille avec une coopérative qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui milite pour qu'il y ait un retour de la souveraineté technologique des agriculteurs. Et le premier truc que cette très grosse association du côté de Grenoble et qui sillonne toute la France, hein, c'est 50 salariés, fait, c'est qu'ils apprennent à souder aux agriculteurs. Parce que plus aucun agriculteur ne sait souder. Mais c'est une catastrophe. Parce que quand vous êtes dans l'agricole, pourquoi votre tracteur il pèse 5 tonnes? C'est parce qu'en fait c'est du matériel lourd et qu'il y a toujours un truc qui pète. Et donc vous devez nécessairement, et si pour un oui ou pour un non, vous devez aller voir. Et puis les sociétés de services, le maréchal Ferrand qui était capable, moi j'amenais les broches de mon père chez le maréchal Ferrand pour qu'il les rebraise en fait, il les fasse. On avait du savoir qui était là. Et il y a plein de choses à savoir avant de s'acheter le lieu. Et d'autant plus que, alors ça c'est une autre thématique, il y a ce qu'on appelle les achats fusibles. C'est-à-dire que il y a une image qui est souvent employée lorsqu'on construit sa maison, c'est qu'il faut construire au moins 3 maisons pour faire la 4e d'aplomb. Et bien c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les critères pour lesquels vous allez sélectionner en fait un lieu parce que vous voulez partir de votre appartement parisien, vont être pas les bons critères. Vous n'allez pas acheter en fait la bonne chose, mais c'est pas grave. Il faudra vous dire que dans un deuxième temps, vous achèterez mieux. Et plus vous allez capitaliser du savoir en amont, plus vous allez vous tester sur vos propres capacités et mettre au clair quels sont vos besoins, plus vous serez juste. Bonjour, merci pour la présentation également. Pas de problème. C'est marrant, je rentrais un peu dans le stéréotype que vous avez donné là. J'ai 26 ans, je suis fonctionnaire, j'ai pas trop d'apport à la société, tout ça. Et je voulais me faire ma petite maison, enfin j'aimerais un jour me faire ma petite maison autonome. Sauf que là, c'est un peu la douche froide. Et je me dis, en fait, même mon kleps, si j'en ai un, je pourrais jamais réussir à lui fournir ses poulets par jour. Parce que lui, pour le coup, je peux pas lui diminuer ses besoins. Donc concrètement, je fais quoi en fait? Est-ce que je reste bien confortablement de ma petite vie de fonctionnaire et voilà, ou concrètement qu'est-ce que je fais puisque je ne pourrais pas être autonome? Alors le but encore une fois c'est de ne pas être autonome. Sur tous les slides vous avez marqué que c'est marqué tendre vers l'autonomie. Et ce qui fait une très grosse différence. Je vous ai passé des slides qui montraient aussi que même sur l'alimentaire, et je l'ai dit en fait à la conférence, j'aime beaucoup faire la démonstration par l'absurde. Je ne sais pas si je le ferai cette année ou en 2023 ou 2024, mais je vais partir avec mes chevaux. Je suis à 150 km de l'océan. Je vais partir avec mes chevaux et je vais aller dessicquer de l'eau de mer pour prouver que c'est une connerie que de vouloir produire son sel. Et que donc forcément, il y a une question en fait d'échange. Okay, et quand on verra que j'ai passé un mois à essayer de faire tenir des séchoirs solaires, on va dire c'est une connerie. Oui, mais c'est une connerie. Mais je le sais d'avance, je ne suis pas parti. Mais au moins, je pourrais le prouver. Bref. Si vous avez suivi ce que j'ai répondu en fait à la dame, il y a plein de choses en fait à faire. Vous savez en fait dans les très grandes agglomérations et dans les métropoles, il y a eu il y a une dizaine d'années de ça des deals qui ont été faits avec les entreprises pour installer des ruches sur les toits. Ok? Bon, ça a été une catastrophe écologique. C'était on vous remplace une imprimante par une ruche. Mais sauf qu'en fait que la personne qui a eu la très bonne idée de faire ce truc-là, il n'a pas réfléchi à une chose. C'est qu'il n'y avait pas suffisamment de fleurs pour nourrir en fait tout ce beau monde. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé en fait un déséquilibre. Pour vous dire, on a prouvé aujourd'hui qu'à Londres, les moineaux ont le bec qu'ont aujourd'hui pris, je crois, pas tout à fait 1 millimètre de longueur en plus.
Pourquoi? Parce que c'est à force de les nourrir dans les filets, eh ben, génétiquement, le moineau, il a modifié la longueur de son bec pour pouvoir aller atteindre le truc. Pour dire en fait comment on est interventionniste. Ok? Faites ce que je vous ai dit. Apprenez à cuisiner. Le jour où vous allez, quand je plante 600 pieds de tomates, ok? Le jour où il va geler, je recule le tracteur, je prends toutes les tomates qui sont là, et je peux vous dire que ce n'est pas une brouette, hein, et je me retrouve avec peut-être 200 kilos de tomates, donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez les gamelles pour faire 50 kilos de coulis de tomates? Je suis sûr que non. Ça ne rentre pas sur votre cuisinière. Vous ne savez pas la recette. Vous n'avez jamais fait de bocaux en fait, de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vivre au milieu de la campagne pour faire ça. J'ai acheté une machine à coudre. Parce que je ne trouvais pas du matériel pour ma fille. À l'époque, je faisais beaucoup de voyages. Je ne trouvais pas du matériel. Je me suis acheté une machine à coudre. Donc, apprenez à vous démerder. Apprenez à souder. Apprenez à cuisiner. Parce que dans l'autonomie, il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'interface entre le moyen et vous qui êtes consommateur, en fait, qui est représentatif du besoin. Vous devez absolument maîtriser tout ça. Et je peux vous dire que quand je fais des buts, moi, où je balance 40 mètres linéaires sur 75 cm de planche de côte de blette, ben putain, vous avez intérêt de savoir comment cuisiner en fait les côtes de blette parce que vous en avez à la casquette très très vite, quoi. Ok? Donc il y a énormément de choses en fait à savoir. Et c'est ça qu'il faut arriver à déconstruire aujourd'hui. C'est tous nos réflexes qu'on a d'arriver en disant oui mais moi je suis plus fort, je vais aller chercher la solution, je vais aller faire le super stage et tout. Mais on s'en fout. On est sur une logique de production de masse. Ok? De masse. Je sais que je vais encore pas me faire des copains, mais je m'en fous. Je veux dire, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils réfléchissent à faire un jardin? Ils se disent, oui, mais moi, je veux manger bien. Alors, ils vont acheter des graines chez Cocopelli. J'ai rien contre Cocopelli, je les aime bien. J'ai un copain qui est semencier, qui est dans le même truc là. Mais franchement, où est la logique que d'aller prendre des semences originelles, où vous êtes sûr quasiment de craquer, parce que vous n'avez pas géré vos limaces, parce que vous n'allez pas réfléchir, en fait, aux températures, parce que vous allez oublier d'arroser, parce qu'il faut être là sur le pont H24. Moi, à 5h du matin, avant de partir, je courais après mes chevaux, parce que ces cons, ils se sont encore barrés. Voilà. Et je me suis couché à 2h. Donc, vous êtes tout le temps en frontal. Et je vais pousser le bouchon plus loin. Je préfère 100 fois que quelqu'un se dise, je me sors les doigts, et je fais 5000 m² en achetant du plan hybride fin, mais je prends le pari d'être quasiment autonome avec du plan hybride fin, que la personne qui va se faire 100 m² en jouant de la flûte de Pan le jour en fait de la pleine lune, tout nu, pour se courant en fait des graines en fait du truc. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez la résilience? Et encore une fois, je ne crache pas du tout sur ce que fait Cocopelli hein, et d'autres, parce qu'ils ont leur intérêt. Mais on n'est pas sur des logiques d'échelle, on ne vise pas la même chose. Et il y a trop de confusion en fait là-dessus. C'est quoi l'objectif? L'objectif de l'autonomie, je vous ai mis des chiffres. Je vous ai mis des chiffres. Vous ne parlez pas d'un jardinet. Elle est morte de rire, la fille, là. Faut pas qu'on dépasse. Hein. Il y a un pingouin qui est derrière. Oui, bonjour. J'ai manqué le début de la conférence. Je suis désolée, Moins 2, mais, moins 2, minimum, moins 2. Mais bon, ce que j'ai entendu, ça m'a beaucoup interpellée. Et déjà, j'ai deux questions en fait. La première, c'est qu'est-ce que vous appelez les esclaves énergétiques? Et la deuxième, c'est finalement pour quelqu'un qui vit en appartement et qui veut tendre vers l'autonomie, finalement, quel est en termes de posture ou de mindset, qu'est-ce qu'il faut chercher en fait à atteindre en fait? C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce que je viens d'expliquer avant. C'est faut vous confronter à la réalité. C'est pas en achetant une ferme que vous allez confronter à cette réalité. C'est revoir tous vos besoins, ouais. vos réels besoins. Voilà. Et ça sera déjà en fait un pas énorme. Vous faites les fins de marché, ouais. mais stressez-vous. Allez, quand c'est la fin des tomates, allez sur le marché, négociez 200 kilos de tomates.
OK? Parce que c'est ce que il va se passer le jour où la veille où ça va geler. Vous allez vous retrouver avec 200 kilos de tomates. Mais je vous garantis que vous n'allez pas acheter les mêmes casseroles. Vous allez devoir vous acheter un trépied que vous allez mettre au sol. Vous allez vous rendre compte que ce truc-là, qui fait 8 kilos dans votre appartement, il va vous transformer votre appartement en sauna. Ok. Donc je comprends qu'en fait, il faut revoir surtout ses besoins et revoir ses besoins à l'échelle de ce dont on dispose finalement à l'instant T. C'est se confronter à la réalité du terrain. Et vous n'avez pas besoin d'aller vivre à la campagne pour vous confronter. Vous faites les fins de marché. Mais moi, j'ai vécu en Lyon, plein centre. J'habitais à moins de 500 mètres de la place Bellecour. J'étais sur les quais. On m'a organisé quand même, en fait, en un mois, j'ai eu la Biennale de la danse et puis la Formule 1 sous mes fenêtres. Oh, formidable. Et ben, en attendant, je faisais les fins de marché. Et je me retrouvais avec des gamelles comme ça. Et là, j'ai commencé à me dire, ouh là là, mais la petite cuisinière de 45 cm, non, il faut acheter une 60. Et puis je me suis rendu compte qu'une 60, c'était pas suffisant. Il fallait mieux un piano de 90. Et puis j'ai dit, c'est fini, j'achète plus de produits transformés. Donc voilà, je fabrique tout. Et quand vous commencez à fabriquer votre pain, lorsque vous dites, tiens, je vais aller voir le meunier et je vais faire un tir, c'est-à-dire que je vais acheter 300 kilos de farine parce que c'est ce que j'ai estimé, et que vous vous mettez un bidon chez vous, 300 kilos de farine, puis que vous regardez votre bidon baisser, et puis lui, en fait, il va récolter au mois d'août. Ça veut dire qu'en fait, que vous allez pouvoir toucher votre farine au mois de septembre. Et puis quand au mois de juin, vous voyez que vous voyez le fond du pot, si c'est vous qui produisez, ça va vous faire réfléchir. Ouais. Vous allez gérer, par exemple, toutes les petites bestioles qui vont venir essayer de bouffer votre truc. Il va falloir le gérer, ça aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont super vertueux, qui se disent « Ah non, mais moi je ne tuerai jamais un animal ». Ouais, mais la délégation, et des végétariens, et des véganes, oui, mais la délégation, vous croyez qu'en fait que l'agriculteur, lui, ça lui fait plaisir en fait de défoncer moi ce matin en venant, j'ai vu un renard. Pourtant il m'a bouffé, ah oui, parce que j'ai un dindon royal qui s'appelle Macron et j'avais Brie et Zit en fait. Le truc. Il m'a bouffé Zit, le salaud, le dindon. Et j'ai vu en fait un renardeau mort sur la route. Ça m'a pas fait plaisir. Pourtant il m'emmerde toutes les nuits, il me réveille parce que ma chienne et tout. Je lui ai fait siffler des balles en lui disant, écoute, au bout d'un moment, tu me gonfles un peu à venir me bouffer des poules. Mais je ne l'ai pas tué. Ça m'a fait chier de voir le renard en fait sur la route. Parce que je sais qu'il m'aide à défoncer des trucs. Et que moi, je plante du ricin dans toutes mes lignes. Parce que j'ai tellement des râteaux-pieds de partout à cause des techniques. Et voilà, je me fais tout défoncer. Ok, merci beaucoup. Bon, on va arrêter là parce que je suis désolé. Voilà, je veux... Donc, je vous invite... Alors, s'il y a une dernière chose que je reçois énormément de demandes, de visites, c'est pas possible. Je ne peux pas recevoir les gens chez moi. C'est impossible. Donc, c'est que du numérique. Et j'en suis désolé, je n'ai pas la capacité, pour X raisons, d'accueillir du monde chez moi. Et si vous voulez m'aider, je vous ai indiqué comment faire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Dernier point. Il y a 2 livres que je vous conseille. C'est ce livre-là aussi, qui s'appelle Le jardinier maraîcher, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc